merci. Je vois que vous êtes très nombreux, donc très agréable. Donc Philippe Hafner, cofondateur et PDG d'Hafner Énergie. Donc Hafner Énergie est une société marnaise, puisque notre siège est à Vitry-le-François, à une petite demi-heure d'ici. Nous avons également des établissements à Nantes, Paris et aux États-Unis, à Houston. Donc une société qui est en train de se diversifier, mais dont l'industrialisation a lieu à la fois dans la Marne et dans la Haute-Marne, donc au sein de la région Grand Est, et on en parlera tout à l'heure. Donc Hafner Énergie, c'est déjà, alors je ne dirais pas une vieille dame, parce que 30 ans c'est pas vieux, mais c'est pas non plus une entreprise qui date d'hier. Nous avons créé la société en 1993, et ça c'est une richesse considérable, parce que depuis que nous existons, nous valorisons l'énergie de la biomasse. Alors je dirais la biomasse, c'est un mot générique, mais en fait c'est une multitude de matières premières. On en reparlera parce que très souvent il y a des confusions sur ce qu'est la biomasse. La biomasse, c'est la matière du vivant. C'est fondamentalement, essentiellement de la matière végétale, mais ça peut aussi être de la matière animale, mais c'est pour nous essentiellement de la matière végétale. Mais elle est extrêmement diversifiée et très souvent il y a des biomasses qu'on n'envisage pas du tout. Donc très souvent on entend la biomasse pose des problèmes de conflit d'usage. C'est vrai si on commence à s'intéresser à une certaine catégorie de biomasse. Et ça c'est un sujet fondamental pour le développement des technologies dont je vais vous parler. Donc les 30 ans d'expérience, ça nous donne ce recul. Ça nous a permis d'avoir, je dirais, beaucoup de connaissances sur des difficultés autour de cette thématique de la biomasse. Nous avons réalisé au fil des années une quarantaine de projets qui représentent un total de 600 MW. Donc 600 MW, c'est pas loin d'une tranche nucléaire, donc c'est quand même assez, significatif. Ces projets ont été mis en œuvre un petit peu partout en Europe et aussi en Guyane, en Afrique. Donc on a aussi une expérience, une compétence internationale. Et notre vocation, c'est d'être un acteur international, puisque l'international représente plus de 95% de notre potentiel. Nous avons fait le choix d'une très forte différenciation pour relever les barrières à l'entrée, et ça, c'est notamment le cas par le dépôt de nombreux brevets. Donc aujourd'hui, nous avons 80 brevets internationaux. Notre objectif, c'est d'aller bien au-delà, puisque nous allons et nous sommes en train de procéder au dépôt de nombreux nouveaux brevets. Ça nous permet de maintenir un écart par rapport aux concurrents que nous attendons, qui ne sont pas forcément là, mais qui vont venir. Parce que vous allez voir, le marché, il est aujourd'hui tout petit, mais il va devenir considérable. Donc notre proposition de valeur, c'est vraiment la décarbonation, mais c'est la décarbonation compétitive. Pourquoi ? Parce qu'on a compris qu'en fait, on n'arrivera jamais à remplacer le fossile. D'ailleurs, le phénomène des gilets jaunes dont Olivier Luanzi a parlé tout à l'heure est un marqueur assez intéressant. On n'arrivera pas à décarboner si on n'arrive pas à le faire de façon compétitive. Donc faire une énergie nouvelle non compétitive, ça ne fonctionnera pas, sauf à avoir des subventions massives, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des limites avec les subventions massives. Notre modèle économique, c'est à la fois de concevoir, de fabriquer les équipements pour la production des biocarburants, mais c'est aussi de plus en plus de devenir nous-mêmes développeurs de nos propres projets. Et d'ailleurs, on va vous parler tout à l'heure d'un projet magnifique qu'on est en train de mettre en œuvre sur l'aéroport de Vatry pour la production de carburants d'aviation durable qui ont pour finalité de remplacer les kérosènes fossiles par un carburant entièrement renouvelable qui permettront aux avions à terme de voler sans empreinte carbone. Notre vision, c'est vraiment cette notion de régénération de la planète pour les générations futures. Et c'est quelque chose que nous avons dans notre ADN bien avant que, je dirais, le phénomène de la transition énergétique soit devenu quelque chose d'extrêmement général. Alors là, vous avez quelques exemples de réalisations que nous avons fait au cours des années, au cours de nos 30 ans d'existence. Un exemple en haut à gauche d'une centrale de 38 MW à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour alimenter à la fois en électricité et en chaleur la ville d'Amsterdam. Une installation en haut à droite d'une installation dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, de 43 MW. Et là, on valorise des grignons d'olive
Donc les grignons d'olive, c'est ce qui reste. Quand on fait de l'huile d'olive, c'est tout, c'est le noyau, c'est le mou de l'olive, donc c'est plus de 50% du poids. Et c'est des gisements qui sont très importants, hein, puisque les pouilles vivent de l'huile d'olive, en grande partie. Un exemple avec Suez, là où on produit de la vapeur pour une installation, pour une plateforme chimique qui se trouve au sud de Lyon, à côté de Valence. Et là, on utilise ce qu'on appelle des CSR, donc c'est-à-dire c'est du bois et mélangé à des déchets organiques renouvelables. Et enfin, une installation en Guyane avec Voltalia, qui est un opérateur très connu. Donc la technologie que nous avons développée, nous avons commencé à la développer en fait au moment de la crise de 2008-2009. Nous avons compris que les technologies conventionnelles sur lesquelles nous nous reposions, qui sont des technologies qui mettent surtout en œuvre la combustion de la biomasse, allaient progressivement décliner parce que progressivement les énergies renouvelables deviendraient plus compétitives et qu'on arriverait vite à un palier économique qui ferait que ces activités traditionnelles deviendraient plus difficiles, parce que moins compétitives. Et on a compris que la biomasse, c'est en fait la source de toutes les énergies fossiles, c'est de la biomasse. Et si on veut remplacer les énergies fossiles, on va être obligé, pour certaines catégories de biocarburants, d'avoir recours à la biomasse. On va vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les carburants liquides, ils combinent de l'hydrogène et du carbone. Mais ce carbone, il ne peut pas être extrait de la Terre, parce que si on extrait du carbone du sous-sol et qu'on le met dans l'atmosphère, ça vient aggraver l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Donc il faut que ce carbone il soit renouvelable. Pour qu'il soit renouvelable, eh bien, aujourd'hui, il n'y a qu'une solution crédible, c'est que ce carbone vienne de la biomasse elle-même. Parce que la biomasse, c'est quoi? Ce sont les plantes qui, par le soleil, viennent capturer le CO2 de l'atmosphère. Et donc ces plantes, elles ont une vie, elles ont une mort. On récupère ces plantes pour les valoriser en énergie. Pendant ce temps, de nouvelles plantes poussent et on est sur un cycle qui fait qu'il n'y a plus d'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Donc la technologie que nous avons développée permet de transformer la biomasse dans un gaz qu'on appelle le syngaz. Le syngaz, c'est un mélange d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Donc si je donne une répartition, c'est à peu près 2 moles, donc 2 parts d'hydrogène pour 1 part de monoxyde de carbone. Donc beaucoup plus d'hydrogène, donc un gaz très riche en hydrogène. Et à partir de ce gaz, c'est assez magique, mais on va pouvoir faire du syngaz ou du syngaz, on peut dire les deux, qui va permettre d'alimenter des industries pour remplacer le gaz naturel. Et aujourd'hui, on arrive à un coût qui est comparable, voire moins cher que celui du gaz naturel, tout en décarbonant, ce qui est quand même assez remarquable. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Deuxième solution, c'est un marché qui est en train de se mettre en place, qui a pris du retard, mais qui va avoir à jouer un rôle considérable dans la décarbonation, c'est le marché de l'hydrogène. L'hydrogène, qui est un gaz qui est formidable, dans la mesure où c'est un vecteur énergétique qui ne contient pas de carbone. Donc si on arrive à produire cet hydrogène avec une source d'énergie renouvelable, ça fait une énergie absolument idéale dont Aresia va parler tout à l'heure au travers d'un développement. Donc je laisserai toute la partie hydrogène, je ne vais pas trop en parler maintenant, mais l'hydrogène fait partie, et d'ailleurs nous sommes en train de mettre en place une unité de production d'hydrogène à Vitry-le-François, juste à côté de notre siège, qui démarrera début octobre. On fait déjà aujourd'hui le syngaz, ça marche super bien, mais l'hydrogène, ça sera pour début octobre. Donc, et ça sera une première mondiale. Donc à partir de biomasse, j'entends, parce que sinon on sait faire de l'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau, qui est un procédé différent, mais là où on a besoin de beaucoup d'électricité. Nous n'avons pas besoin d'électricité, nous utilisons l'énergie de la biomasse. Et l'intérêt de la biomasse, il est simple, c'est que la biomasse, c'est une matière, et je le dis, parce que c'est un sujet que nous connaissons bien, qui est abondante, à condition de ne pas être sélectif, et c'est une matière, sur le plan du coût énergétique, qui est beaucoup plus compétitive que l'électricité, et beaucoup plus industrielle dans le sens où on n'a pas de problématique d'intermittence. Donc c'est extrêmement intéressant d'utiliser de la biomasse dans certains cas. Chaque solution a sa place. Nous avons aussi, et ça on va en parler à travers le projet de Vatry, la possibilité de faire des carburants d'aviation durable. Donc sur la plateforme de Vatry, nous avons déjà aujourd'hui un certain nombre
d'engagement de compagnies aériennes, on ne les a pas cités, et donc on est société cotée, donc on ne peut pas aujourd'hui donner de nom qu'on n'a pas donné au marché, tout simplement parce que c'est des accords qui sont confidentiels, mais les compagnies aériennes aujourd'hui sont dans l'obligation de, je dirais, progressivement se décarboner. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le faire pour des raisons économiques, pour des raisons réglementaires, pour des raisons marketing. Donc on en reparlera, mais c'est un sujet important parce que l'aviation est un secteur qui est en pleine croissance et c'est un secteur qui aujourd'hui n'arrive pas à se décarboner. Le méthanol, lui, il est très intéressant à la fois pour transporter l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est un gaz qui est donc très difficile à transporter si on n'a pas un pipe. C'est très intéressant de transformer cet hydrogène en méthanol, qui est un liquide, pour le retransformer en hydrogène. Ou deuxième solution, très intéressante, c'est la décarbonation du secteur maritime. Donc de plus en plus d'opérateurs du secteur maritime aujourd'hui ont fait le choix du méthanol pour remplacer le fioul. Donc le fioul pose une difficulté évidemment par rapport aux émissions CO2, mais c'est aussi une source de pollution très importante des ports. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais une pollution aux oxydes de soufre. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux coproduits. Le premier coproduit qui est optionnel, c'est le biochar ou biocarbone en fonction des usages, qui est en fait du carbone. C'est du carbone, mais c'est du carbone renouvelable qui va pouvoir être utilisé soit pour des amendements agricoles ou pour des utilisations énergétiques, ou du CO2 biogénique, qui est un gaz inerte qu'on va liquéfier et qui va être utilisé pour la production de carburants de synthèse, mais aussi qui va pouvoir être utilisé pour de nombreux autres usages, qui peuvent aller des usages alimentaires aux usages industriels, ou éventuellement même avoir une capture du CO2, et dans ces conditions, le procédé serait carbone négatif. Alors, la biomasse, nous, la spécificité de la technologie que nous avons développée, qui est la technologie de thermolyse, c'est une technologie très intéressante parce qu'elle est complètement agnostique à la biomasse. On pourrait utiliser des boues de steppe, des ordures ménagères, des lisiers, des fumiers, des résidus agricoles. Le procédé fonctionne. On va pouvoir les mélanger. Alors, on ne va pas les mélanger ensemble, mais on va les utiliser de façon alternative en fonction des saisons. Vous savez que la biomasse, c'est la matière du vivant. C'est une matière qui connaît des cycles saisonniers, qui connaît des cycles interannuels. Vous avez, la plupart des procédés sont très sélectifs sur les biomasses qu'on utilise. Par exemple, si on prend la méthanisation, il faut que ce soit des biomasses qui aient un pouvoir méthanogène élevé. Et donc, certaines biomasses, comme les déchets lignocellulosiques, ne fonctionnent pas. Et les procédés de combustion, on est confronté au problème de fusion des cendres. Et on ne peut pas utiliser n'importe quelle biomasse, parce que si on commence à utiliser n'importe quelle biomasse, on se trouve confronté à une accumulation de dépôts qui provoque l'arrêt des équipements. Il n'y a pas aujourd'hui, à notre connaissance, d'équivalent de technologie en capacité d'avoir ce caractère agnostique à la biomasse. Et quand on est agnostique à la biomasse devient vraiment une source massive, considérable. C'est la première énergie renouvelable de la planète. Ça représente, je crois, c'est une centaine de fois la capacité totale de pétrole qu'on extrait aujourd'hui pour l'humanité. Donc c'est considérable. Le potentiel de la biomasse est juste considérable. Les États-Unis ont fait un inventaire, alors qui est très intéressant, qui figure sur le site du DOE, et qui établissent qu'1 milliard de tonnes aux États-Unis, uniquement aux États-Unis, peuvent être prélevées, biomasse sans conflit d'usage, biomasse renouvelable, et 1 milliard de tonnes, c'est 5000 TWh. 5000 TWh, c'est 10 fois la production électrique française, ou 10 fois la production ou la consommation de gaz naturel française. Donc c'est énorme. Alors là, vous avez une idée du marché adressable. Et vous voyez que les carburants d'aviation durable vont occuper une place considérable. Alors ça, c'est pas le marché adressable, c'est le marché adressable pour Hafnia Énergie. C'est pas évidemment notre ambition. On n'a pas l'ambition de faire 1600 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2050, mais on a l'ambition de devenir un grand leader dans ce marché. Aujourd'hui, le marché, il est tout petit. 18 milliards de dollars, mais c'est 18 milliards de dollars à l'échelle planétaire. Donc si on rapporte ça à la France, c'est très peu de choses. Et c'est pour la totalité des segments dont il est question ici, c'est-à-dire à la fois le SAF,
l'hydrogène, le CO2 biogénique, le méthanol, le syngas, qui est le gaz qui est non traité, qu'on envoie directement en industrie, ou le biochar ou biocarbone. Eh bien, entre maintenant et 2030, et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est des grands cabinets comme EY ou surtout McKinsey, il va y avoir un décuplement de ce chiffre d'affaires alors pour la production de biocarburants. Donc c'est déjà énorme. Mais si on regarde entre 2030 et 2050, c'est-à-dire qu'en fait c'est une échelle de temps qui est très courte, c'est 25 ans. C'est comme si nous on se replongeait à l'an 2000. Eh bien, entre maintenant et 2050, on va passer de 18 milliards à probablement quelque chose comme 1600 milliards de dollars de production de biocarburants. L'enjeu, c'est ce qu'on appelle le net zéro, c'est le remplacement des énergies fossiles. Donc, évidemment, ça ne sont pas les seules solutions, puisqu'il y a aussi l'électrification, il va y avoir les économies, mais pour arriver au net zéro, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire, et on va y arriver. Et une chose, alors, si on regarde en termes d'investissement, le groupement ATAG, qui est le groupement qui regroupe tous les grands de l'aéronautique, dont Boeing, Airbus, Safran, Rolls-Royce, GE, ils estiment qu'il va falloir 1500 milliards de dollars d'investissement uniquement sur le SAF, d'investissement pour la production du SAF. Donc c'est des investissements considérables. Donc quand on parle de réindustrialisation, là il y a vraiment des possibilités considérables pour des pays comme la France qui sont extrêmement à la pointe au niveau des technologies. Donc on a aujourd'hui un potentiel de réindustrialisation uniquement par rapport à ce basculement qu'on appelle la transition énergétique. Et la transition énergétique, c'est aussi une transition économique, c'est une transition industrielle. Donc c'est très intéressant, tout à l'heure ce que disait Olivier Loisy, c'est effectivement un des grands leviers qu'on peut réussir. Alors, je vais solliciter Laure, qui est vraiment la personne aux manettes pour toute cette notion d'affaires publiques et tous les dispositifs. Donc je te passe la parole, Laure. Bonjour à tous, merci. Donc, je vais vous parler un petit peu de la stratégie industrielle d'Hafner Energy. On a parlé tout à l'heure de nos perspectives commerciales, notamment à l'international, et puis Philippe reviendra dessus tout à l'heure. On voit que la stratégie de Hafner Energy s'articule en lien direct avec les politiques, qu'elles soient régionales, nationales et européennes. Hafner Energy a été lauréat de France 2030 en 2023 pour son projet de première usine d'assemblage sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Notre projet, il coïncide avec 4 des 10 objectifs et 2 des 5 leviers du plan France 2030 et s'articule également en lien avec la stratégie hydrogène dont s'est dotée la région Grand Est. On a également participé à la COP territoriale qui a été menée par la région Grand Est et je pourrai répondre à vos questions tout à l'heure à ce sujet. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois que le temps file. Premier projet dans le cadre de notre stratégie d'industrialisation, notre centre d'essai et de formation qui est situé dans la zone d'activité de Vitry-Marold, au sein de la communauté de communes de Vitry-Champagne-Eder. Ce centre d'essai et de formation, il a plusieurs objectifs, à la fois pouvoir tester tous les types de biomasse de nos clients, de nos prospects, pouvoir réaliser des essais pour nos clients et pour nous-mêmes, également former nos clients et nos salariés sur un équipement qui nous est propre. Nous avons démarré la production de gaz renouvelable ou syngas sur site depuis le mois de juin. L'objectif étant de pouvoir fonctionner 8000 heures par an sur site. Et dans le cadre des opérations de ce site, Philippe en a parlé tout à l'heure, on produira de l'hydrogène d'une capacité nominale de 15 kg heure, cet hydrogène étant destiné à être commercialisé. Et ce site, il présentera finalement une large partie de la palette de toutes les possibilités qui sont offertes par la technologie de Hafner Energy. Pourquoi on s'est installé sur ce site? Il y avait un terrain qui était disponible, on a réalisé des fouilles archéologiques, on a été énormément soutenu par la collectivité d'ailleurs que je salue puisqu'ils sont présents dans la salle. On a sollicité un certain nombre également de financements publics sur ce projet sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Second projet,
c'est la poursuite de notre industrialisation avec l'acquisition d'abord de Jacquier, qui est une petite usine de chaudronnerie et de mécanique industrielle qui est située à Frémenicourt, à proximité immédiate de notre siège social. Ça, c'est la première étape. Et on aura ensuite une usine d'assemblage, assemblage de nos modules permettant de produire de l'hydrogène et du gaz renouvelable, qui sera située à Saint-Dizier. Et c'est donc pour ce projet que nous avons été lauréats de l'appel à projet France 2030 première usine, où nous avons pu obtenir des financements publics d'importance, près de 5,9 millions d'euros au titre de France 2030, puis et également des financements publics complémentaires, que ce soit auprès de la région et d'autres acteurs, avec des montants fermes et des accords de principe complémentaires. Quelles sont les prochaines étapes pour ce projet? Nous avons finalisé notre schéma directeur industriel et nous allons lancer les études préalables dès cet automne. Je te laisse poursuivre. Alors là, je vais accélérer parce que en termes de timing, comment ça... Il faut accélérer. Alors je vais pas rentrer dans les détails. Le principe, c'est un principe fondamentalement thermique. On fait une décomposition thermique de la biomasse. Et ça nous permet justement d'être agnostique, tout en ayant la capacité à ne pas dépendre de ce qu'on appelait les cendres en fusion. Donc on va faire ce gaz, on va le convertir en liquide et on va utiliser pour ça des technologies qui ne sont pas des technologies Hafner Energy, mais qui sont des technologies matures avec des partenaires. Donc là, par exemple, sur le projet de Vatry, nous avons décidé de travailler en partenariat avec un Américain qui s'appelle LanzaJet, qui fait partie des 100 sociétés les plus influentes du monde selon Time. Donc c'est une petite entreprise d'une centaine de personnes, mais qui a pris une influence considérable dans le monde des carburants d'aviation durable. Donc le principe, c'est effectivement de produire cette molécule qui va permettre de faire voler de très nombreux avions à partir de 2028 à Vatry. Donc c'est un investissement qui se chiffre en centaines de millions d'euros, donc c'est pas du tout un investissement de petite taille, qui va générer beaucoup d'emplois, donc qui va beaucoup contribuer, je pense, à la pérennité de l'aéroport de Vatry, aussi bien au niveau de l'emploi local que du trafic, puisque les compagnies aériennes sont vraiment à la recherche de SAF. Ça devient quelque chose de tout à fait fondamental même pour leur survie. Donc le marché du SAF, je vais juste donner un chiffre, c'est 20% d'ici 2035. Et si les compagnies ne le font pas, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, elles vont être confrontées à des très lourdes pénalités qui représentent le double du prix du SAF qu'elles auraient dû payer. Donc elles ont tout intérêt à trouver ce SAF. Et il va y avoir une véritable lutte entre les compagnies pour trouver ce SAF. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un marché de la demande que de l'offre. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc il faut le savoir. Il y a beaucoup plus de compagnies qui veulent consommer du SAF que de projets SAF. Il va exister à peu près entre 5 et 7 000 raffineries SAF dans le monde d'ici 2050 et nous pensons pouvoir jouer un rôle massif et on ne le fera pas seul, mais la technologie que nous portons a cette capacité, parce qu'elle est agnostique à la biomasse, de représenter une opportunité majeure. Donc ça, j'en ai déjà parlé, donc je vais aller très très vite. C'est encore une fois, c'est la flexibilité. L'objectif, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Le SAF, on est sur une empreinte carbone pour notre process qui est proche de zéro. C'est-à-dire qu'un avion qui consommerait 100% de SAF issu d'un SAF produit par notre technologie aurait une empreinte carbone littéralement proche de zéro. Donc c'est très intéressant. La compétitivité, ça c'est quelque chose que nous cherchons par rapport aux solutions alternatives, et ça repose par une meilleure efficacité énergétique, mais aussi par une biomasse plus diversifiée. Alors je vais pas parler de ça parce que c'est un sujet extrêmement important, mais qui demanderait vraiment des développements longs. Mais le CO2 biogénique devient un marché stratégique. Le CO2 biogénique, c'est du CO2 renouvelable. C'est du CO2 donc, qui est issu de la biomasse. C'est un marché qui va devenir très important parce que il s'oppose au CO2 qu'on appelle anthropique et le CO2 fossile. Donc le CO2 fossile ne contribue pas évidemment à réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 biogénique, oui. Donc le projet de Paris-Vatry, j'en ai parlé. Donc capacité de 30 000 tonnes de kérosène, de SAF, c'est du kérosène de synthèse par an, avec la possibilité de doubler à 60 000 tonnes.
C'est un projet qui doit aboutir en 2028. On a déjà aujourd'hui identifié et fléché le terrain. Donc on est déjà en train de faire les études. Donc nous avons procédé à un dépôt d'appel à candidature à l'ADEME pour lequel nous devrions avoir une réponse fin 2024. Mais nous sommes optimistes sur ce projet. Et donc, encore une fois, en partenariat avec LanzaJet. Voilà. J'ai terminé pour la partie présentation. Un grand merci, Philippe Hafner.